tous. En effet, je vais parler de lapin. Avant, je me présente, je m'appelle Frédéric Bouchery, je suis lead développeur architecte pour le groupe Figaro CCM Benchmark. CCM Benchmark, vous connaissez peut-être pas en tout cas la marque, mais vous connaissez certainement ces sites puisque c'est comment ça marche, l'Internaute, Journal des femmes, Journal du net, Copain d'avant, Hugo l'escargot pour ceux qui ont des enfants. Et ça représente à peu près 33 millions de visiteurs uniques par mois, 25 millions par jour, je crois. Visiteurs uniques, en parlant. Donc, ouais, ça existe déjà depuis 20 ans maintenant, début des années 2000. Et dans cette entreprise, moi, je m'occupe de l'équipe Open Data. Alors, on ne fait pas de l'open data, on ne met pas à disposition de la donnée ouverte, on consomme de la donnée ouverte. Et pour consommer cette donnée ouverte, eh bien, on fait de l'élevage de lapins. Alors, pas le mignon petit Tommy. Et puis, de toute façon, normalement, vous avez tous lu la description de la conférence. Il y en a plein qui m'ont dit « tu vas parler de lapins ». Limite à ce qui est écrit sur le programme. Non, bien évidemment, je vais parler de RabbitMQ. Tout de suite, c'est moins drôle. Pourquoi je voulais parler de RabbitMQ? Déjà parce que nous, on l'utilise beaucoup, et je me suis aperçu que beaucoup de gens ne savaient pas trop exactement, même s'ils l'utilisaient, comment il fonctionnait en interne. Parmi vous, qui n'utilise pas RabbitMQ? Ok, donc il y a quand même quelques personnes qui l'utilisent. Et bien, parmi ces personnes qui l'utilisent, je me suis aperçu que beaucoup n'avaient pas une bonne compréhension des concepts. Quand on leur parle d'Exchange, c'est toujours un peu flou. Et l'objectif de cette présentation, c'est de vraiment vous faire comprendre les mécanismes de RabbitMQ, et après je vous montre un peu un exemple d'utilisation. Dans RabbitMQ, le MQ dans le nom, c'est pour Message Queuing. Au cœur de RabbitMQ, il y a la queue. Alors, pas la queue devant les Apple Store, hein, qu'on soit d'accord. C'est plutôt un système qui va permettre d'accumuler des messages. On va recevoir des messages texte qui vont venir s'accumuler à l'intérieur. Et ensuite, on va pouvoir les consommer les uns après les autres. Premier arrivé, premier sorti, les fameuses queues FIFO, First In, First Out. L'intérêt, en tout cas, de ces mécanismes, pour nous, ça peut être d'accumuler des messages envoyés par plusieurs systèmes et de travailler un peu en asynchrone. Je balance, envoie un mail ou fais telle chose, et je peux rendre la main et passer à autre chose. Donc là, on l'utilise souvent dans un contexte un peu asynchrone. On délègue, et puis si le traitement il est long, eh bien, les messages seront traités les uns après les autres à leur rythme. On peut l'utiliser aussi dans l'autre sens. On peut les consommer avec plusieurs consommateurs. Consumer. Par exemple, justement sur l'Internaute, quand on met à disposition les résultats des élections, on a un peu galéré d'ailleurs dernièrement, pour des raisons de performance SEO, il faut être les premiers à mettre à disposition les résultats. Donc on a un système qui se connecte au ministère de l'Intérieur, qui va voir s'il y a des bureaux de vote qui ont des résultats qui sont mis à disposition. Et ensuite, quand il y a un bureau de vote qui est mis à disposition, on envoie un message sur Rabbit, et derrière, on a un consumer qui va prendre ce message et va aller chercher les résultats de ce bureau de vote et les mettre dans notre base de données. Sauf que généralement, le ministère de l'Intérieur, quand il met des bureaux de vote à disposition, c'est pas un bureau, mais plutôt 5000. Et donc, il faut qu'on aille très vite. Donc, généralement, on a, aux dernières élections, on devait avoir à peu près 60 ou 80 consumers qui, justement, venaient traiter les messages pour qu'on les traite le plus rapidement possible, pour qu'en quelques secondes, on puisse avoir tous les résultats disponibles et être les premiers à mettre, en tout cas, les résultats en ligne. Donc, le RabbitMQ sert aussi ce genre de choses. Ça permet éventuellement de faire des traitements plus rapides. Soit des traitements plus longs, qu'on laisse faire à leur rythme, soit au contraire essayer de traiter des choses et de paralléliser finalement des traitements. Petit point de langage, je vous disais qu'on a la queue, je représente par la suite de la présentation par cette petite échelle. Ça sera le publisher. Alors je mets un triangle bleu, c'est ma convention à moi, hein, pour qu'on comprenne bien. Et ça, c'est le consumer. Ça sera un carré comme ceci, rouge. Vous entendrez parfois des termes comme producer, dispatcher, sender. Et sur les consumers, vous avez des workers, les subscribers, listeners, receivers, enfin tout ce qu'on peut donner.
Moi, j'utilise généralement publisher et consumer, parfois dispatcher, parce que quand on fait du messenger, on parle de dispatch. Je trouve que c'est un peu une erreur de langage, mais bon, admettons. Quand vous vous connectez à RabbitMQ, vous allez créer une queue. En fait, la queue n'est pas présente comme ça. C'est pas comme une table dans MySQL où on la crée en avance et ensuite quand on se connecte, on vient consommer. Là, l'idée, c'est qu'on se connecte et on crée une queue. Et si la queue existe déjà, elle ne bougera pas. Mais si elle est déjà présente, elle est présente. Si elle n'est pas présente, elle sera créée automatiquement. Il faut lui donner un petit nom, cache build par exemple, mais si vous ne lui donnez pas de nom, elle s'appellera anonymous. Et puis un ID unique. Et ensuite, vous allez lui donner des propriétés. En l'occurrence, une propriété importante, c'est auto-delete. Si vous rompez la connexion avec RabbitMQ, la queue est supprimée. Ça a un intérêt, nous on en utilise. Mais vous avez le fonctionnement par défaut où en fait la queue est créée et si vous redémarrez le serveur Rabbit, la queue est supprimée. Il y en a qui se font avoir. Et si on ne veut pas que la queue disparaisse après le redémarrage, on va utiliser le mode durable. Et là, pour le coup, durable, il va falloir, si on veut vraiment la supprimer, il va falloir la supprimer par une commande. Là également, il y a un petit piège. C'est que si vous avez des messages dans une queue durable, au moment du redémarrage du serveur, la queue est toujours là, mais plus les messages. Eux aussi, quand vous les envoyez, il faut rajouter une information complémentaire pour lui dire que le message doit persister dans la queue. Toujours un peu compliqué, mais ce n'est pas les fonctionnements par défaut. On se fait piéger au début. Ensuite, on va venir consommer. Et quand on consomme un message, ce qui se passe, c'est que le message va être en attente, le consumer fait son boulot, et puis pour une raison qu'on ignore, il met du temps, et on en a marre et on le kill, parce que visiblement il est planté. Deadloop ou je ne sais pas. Et bien là, à ce moment-là, le message, hop, il est remis systématiquement dans la queue. Et ça, c'est un élément qui est vraiment intéressant dans du Rabbit, c'est que vous êtes sûr que le message sera traité. Si jamais vous êtes planté ou n'importe quoi, le message, il est remis automatiquement par Rabbit dans la queue. Alors il n'est pas mis derrière, il est remis devant. Donc si on veut traiter un message, il faut obligatoirement envoyer une information à un hack pour lui dire « j'acquitte le message ». Et là, le message est bien supprimé. Vous pouvez aussi faire un NAC, non acquitté. Et là, le message est supprimé aussi. On se dit c'est bizarre, entre hack et NAC, on ne voit pas trop l'intérêt. En fait, vous verrez qu'il y a un intérêt plus tard. Et il y a aussi la possibilité de faire un NAC requeue. Donc là, on remet le message dans la queue. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement. Un piège sur lequel on se fait avoir, c'est ce qu'on appelle le prefetch. Quand vous avez 4 messages, par exemple, ici dans la queue, quand vous allez en consommer un, il va prendre le premier message et il va en mettre 2 en attente. L'objectif, en fait, de Rabbit, c'est d'éviter la latence réseau et il commence déjà à préfetcher les messages. Et si jamais votre consumer met du temps à traiter et que vous en démarrez un nouveau, eh bien, ce sera le message 4 qui sera traité. Il ne faut jamais présupposer que les messages seront traités les uns après les autres dans l'ordre. Donc il faut faire attention. Et si jamais, à un moment, le consumer du haut se plante, eh bien, les 3 messages seront remis dans la queue. Donc vous voyez, les messages ne sont pas forcément traités dans l'ordre. Bon. C'est bon à savoir. Alors, je vous ai dit, on publie un message sur une queue, mais en fait, on ne publie pas un message directement sur une queue. Il y a un petit truc entre les deux qu'on appelle l'exchange. C'est toujours un peu flou, on se dit mais ça sert à quoi l'exchange, c'est quoi l'objectif? En fait, on a un système qui vient se mettre et derrière on vient se binder sur cet exchange. L'intérêt de ça, c'est que en fait, on ne publie jamais sur une queue. Si vous avez ici un exchange, vous publiez sur cet exchange. Le message, quand il arrive, Thelma et Louise disparaît. S'il n'y a pas de queue bindée derrière, le message disparaît. L'objectif, c'est que si vous avez par exemple 2 consommateurs, là, l'exchange, qu'est-ce qu'il va faire? Il va va pas le splitter, il va le copier et il va l'envoyer sur les 2 queues. On ne publie pas sur une queue, on publie sur un exchange. Vous verrez, ça sera un petit peu plus clair peut-être après. D'ailleurs, la mécanique de ces exchanges, elle peut être légèrement adaptée. Ici, j'ai 3 consommateurs avec des queues qui traitent les messages de façon complètement différente. Et quand j'envoie un message, je vais pouvoir lui rajouter une information, une routing key. Je publie un message avec une information. Et
Les consumers, eux, quand ils vont s'abonner, ils vont faire un bind en disant « Moi, je suis intéressé par tous les messages avec la routing key, la binding key en tout cas, qui s'appelle A. » L'autre, il va dire « Moi, je suis intéressé par B. Moi, je suis intéressé par tout le monde, étoile. » Et on peut même binder plusieurs fois avec des binds différents. Et là, l'idée, c'est que quand on envoie un message, celui-ci est copié, est envoyé sur celui du haut et sur celui du bas. Et si j'envoie un B, même chose. Ce mode de fonctionnement avec des étoiles, avec des patterns, c'est ce qu'on appelle le mode topic. C'est pas forcément le mode par défaut qu'on utilise. Il y a un autre mode, c'est le mode direct. Et le mode direct, en fait, il n'y a pas de pattern. Si vous voulez envoyer un message vers la queue du bas, il va falloir envoyer un message avec une routing key qui s'appelle étoile. En fait, il ne reconnaît pas les étoiles. Étoile devient une routing key comme n'importe laquelle. Il y a un troisième mode, celui qui est, à mon sens, négligé et que j'aime bien, c'est plutôt le mode headers. Là, en fait, la routing key n'est pas prise en considération. On va faire un binding en s'associant à des entêtes dans le message. Puisque dans un message Rabbit, vous avez un body, comme pour du HTTP, vous avez le body, mais vous avez également l'entête. Et dans l'entête, il peut y avoir des propriétés, et on peut se binder sur une propriété. Par contre, on ne peut pas se binder avec des patterns, donc pas d'étoiles. Mais ce qui est intéressant, c'est que le message porte l'information de routage. Dans le mode direct ou topic, on envoie un message en ajoutant l'information, c'est-à-dire je publie avec la routing key A. Donc c'est un couple en fait d'informations, le message et la routing key. Alors qu'avec le mode header, eh bien pour le coup, c'est le message lui-même qui porte l'information. Et celle-ci est plus intéressante, à mon sens. Et enfin, il y a un dernier mode, un quatrième, c'est le mode fan-out. C'est le mode ventilateur. Vous avez beau mettre les routing keys que vous voulez, il n'en a rien à faire, il vous l'envoie quand même. Donc là, c'est un mode de fonctionnement où si vous envoyez un message, il ira sur les 3 queues, quel que soit le type de bind que vous avez mis. C'est souvent celui qui est utilisé par défaut, parce que la plupart du temps, je m'aperçois que les gens créent des architectures à base de Rabbit avec un exchange, une queue et un consumer. Et en fait, on fait traiter une information. Mais Rabbit, c'est pas comme du Messenger. On peut avoir ce genre d'architecture, par exemple. Ici, j'ai un exchange sur lequel je vais publier un message avec une routing key qui s'appelle article published. Donc là, vous voyez, c'est published. Donc, je ne demande pas à faire quelque chose, je ne demande pas à envoyer un email, je ne demande pas à générer une image, je dis j'ai publié un article. D'où l'intérêt d'ailleurs de l'exchange finalement. Je pousse cette information sur l'exchange sans savoir s'il y a quelqu'un qui est intéressé par cette information. Derrière, je vais créer un consumer dont le boulot va être de valider par exemple le contenu de cet article. Donc il va dire moi je suis intéressé par tous les messages de type article published. Derrière, ce même consumer peut lui publier un message. Si jamais le contenu, par exemple, il y a une erreur dans le contenu, eh bien, il dit il faut notifier les utilisateurs qu'il y a un problème avec cet article. Et là, on peut avoir un consumer qui permet d'envoyer des emails aux personnes pour prévenir qu'il y a un problème. On peut même avoir un autre consumer dont le boulot, lui, est plutôt de faire la notification Slack. D'ailleurs, le consumer email peut très bien dire bon, j'ai pas cet utilisateur dans la liste, donc je ne l'avertis pas, et donc je n'envoie pas d'email à cet utilisateur, par exemple. Mais j'acquitte quand même le message. Je fais un hack. Le message est acquitté. Ce n'est pas parce que le message ne m'intéresse pas qu'il ne faut pas l'acquitter. Au contraire. Et pareil pour Slack. Et enfin, je peux avoir un dernier qui, lui, va s'occuper, par exemple, du sitemap, qui est intéressé par article published et article unpublished, pour éventuellement le retirer du sitemap. Là, on est plus dans une architecture un peu événementielle. Un peu comme on le ferait avec l'Event Dispatcher. Et aujourd'hui, je m'aperçois que beaucoup de gens utilisent plutôt Rabbit, dans le sens plutôt Messenger, c'est-à-dire j'envoie et je demande à lui faire quelque chose. Je demande à envoyer un email, je demande à générer une image, ou je ne sais quoi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait non acquitter un message, et que le message disparaissait quand même. L'objectif, c'est ceci. Si jamais j'ai un problème avec le message, je peux rajouter une information qu'on appelle la DLX, la Dead Letter Exchange. Quand le message est non acquitté, eh bien on peut envoyer les messages en erreur vers
un autre exchange. Et cet exchange, je vais lui mettre une queue. Et donc vont venir s'entasser tous les messages qui ont été en erreur. Alors pour éviter que ça devienne le cimetière des éléphants, on va mettre aussi en plus un timeout sur cette queue. On peut paramétrer une queue pour lui dire au bout de 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, tu mets le message en erreur. Et là, on paramètre une autre DLX pour renvoyer vers l'exchange. Ce qui se passe, le message, il y a un problème, par exemple, timeout sur l'accès à une API ou autre. Le message va être mis en attente pendant quelques secondes, minutes, et ensuite va être réinjecté dans la queue. Il va revenir derrière, pour le coup. Alors, attention aussi, il y a danger aussi sur ce genre d'architecture. Imaginez que vous ayez 2 consommateurs. Le consumer 2 va traiter le message, et le consumer 1 va mettre le message en erreur. Le message va revenir dans la queue d'attente, de timeout, et au bout de quelques secondes, minutes, il va revenir sur l'exchange et donc va être renvoyé sur C1 et à C2. Mais C2, lui, a déjà traité le message. Du coup, ça complexifie un peu les choses. On est obligé de rajouter un autre DLX pour le renvoyer spécifiquement dans cette queue-là. Et on devrait faire la même chose pour chaque. Vous voyez, ça devient un peu compliqué. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, les gens utilisent plutôt une queue, un traitement. Mais en fait, on peut faire énormément de choses avec RabbitMQ. Et nous, on utilise justement ce genre d'architecture pour faire des choses assez compliquées. Et là, vous allez me dire, t'es bien gentil, mais on voudrait voir un petit peu de code quand même. Tout à fait, mais avant de vous parler de ça, je vais vous parler quand même un petit poil d'architecture. Sur notre projet Open Data, on a une base de données sur laquelle on vient venir accumuler toutes les données qu'on récupère. On les injecte via des ETL, des scrappers, etc. dans la base de données. Et ensuite, cette base de données, elle est consultée par nos serveurs web via du GraphQL. Donc on vient requêter les données et ensuite on les met en forme, on les met à disposition dans nos annuaires. Par exemple, sur le Journal des femmes, vous pouvez connaître la répartition du prénom Kevin à travers les âges. On voit bien qu'il a été beaucoup donné fin des années 80, début des années 90. Beaucoup donné dans le nord de la France d'ailleurs. Bref, voilà ce qu'on fait en tout cas nous, on vient présenter cette information. Et cette information-là, on va devoir la router. On utilise des prénoms, le prénom est utilisé dans l'URL comme slug. Et si jamais on venait à modifier une donnée, il faudrait modifier aussi le slug. Il faudrait aussi mettre la donnée à jour dans le sitemap, etc., etc. Et ces informations de routage, de sitemap, ce ne sont pas des données qui sont liées à la donnée elle-même, au prénom, mais plutôt à une logique de routage. Et ça, on le met dans une autre base de données, la base de données web. Et pour avoir une synchronisation entre les données présentes dans notre serveur de données et notre serveur web, eh bien, on a rajouté un serveur Rabbit entre les deux. Et quand il y a une modification, l'ajout d'un message ou même la suppression d'une donnée, eh bien, on vient mettre à jour, côté web, la logique de routage. Pour faire ça, finalement, c'est assez simple. Déjà, la première chose à faire, ça va être d'installer Messenger quand même, parce que par défaut, il n'est pas installé. Quand vous installez API Platform, il n'y a pas Messenger avec. Donc vous allez installer Messenger et vous allez installer également AMQP Messenger. Donc AMQP, c'est le protocole que utilise RabbitMQ. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire ce genre de choses. On va aller dans l'entité. Alors là, j'ai pris Greeting, et vous savez, c'est l'entité exemple qui est fournie avec API Platform. Et là, on va mettre Messenger de .true. Et quand on va poster une donnée, quand on va poster sur Greeting, eh bien là, on va avoir une erreur. Oui, parce que Messenger, il veut un handler derrière. S'il n'y a pas de handler, ça ne lui plaît pas. Sauf que moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'envoyer ces messages à un autre système. En plus, je ne vous l'ai pas dit, mais nos deux systèmes sont un peu hétérogènes parce que notre base de données avec API Platform est assez récente, alors que notre base de données front, web, elle est un peu plus ancienne. On a commencé en 2014. Et au niveau des versions de Symfony, au niveau des versions de PHP, on a peut-être pris un peu de retard. On a Messenger, mais on a pris un petit peu de retard. Du coup, il y a vraiment une hétérogénéité entre les deux. Donc, envoyer un message vers le web,
bah, c'est prendre un risque. Déjà, en plus, l'entité greeting n'existe pas sur le côté web. Elle existe, elle a un sens sur notre serveur de données, mais pas côté web. Et là, on est un peu embêté parce que, visiblement, API Platform ne veut pas l'envoyer, il lui faut un handler. Et moi, le handler, il est côté web, il n'est pas côté API Platform. Alors, il y a une petite chose à faire, c'est que vous configurez Messenger avec Allow No Handlers. Et quand vous faites ça, s'il n'y a pas de handler, eh ben, il ne râlera pas. Et il va quand même l'envoyer. Alors, on en profite aussi pour configurer Messenger, pour lui dire, quand tu as une entité greeting, tu l'envoies sur un transport qui s'appelle, alors je l'ai mis AMQP, mais il peut s'appeler Toto, Belette, ce que vous voulez, lapin. Et ensuite, vous configurez votre transport avec un DSN. Alors le DSN, c'est le host, login, mot de passe, différentes informations pour se connecter en tout cas à Rabbit. Et une fois que vous faites ça, quand vous faites un post, magie, vous allez dans l'interface de RabbitMQ et vous voyez qu'il y a un exchange qui a été créé, pardon ici, qui s'appelle Messages. C'est le nom par défaut qui est donné par Messenger, mais vous pouvez le paramétrer pour lui donner un autre nom. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a également une queue qui a été créée qui s'appelle Messages aussi. Je n'ai pas vu, mais l'exchange, il est de type fan-out par défaut. Donc c'est toujours vraiment un exchange, une queue avec Messenger. Donc dans la queue, on en a un qui s'appelle Messages. On voit d'ailleurs qu'il y a un message qui est en attente. On le voit ici. Quelque chose qui est arrivé dedans. La queue, on voit qu'elle est bindée sur un exchange qui s'appelle Messages. Et on voit en effet, quand on fait un get, on voit qu'à l'intérieur, il y a un message, une payload qui est en fait une sérialisation PHP. Alors, la sérialisation PHP, c'est un petit peu embêtant, mais bon, admettons, on va y revenir. Maintenant, si je vais regarder sur API Platform, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand j'appelle Greetings, j'ai rien. J'ai pas d'entité en fait. Elle n'a pas été sauvegardée. Oui, parce qu'en fait, utiliser le paramètre Messenger, ça ne veut pas dire envoie un message en plus de la sérialisation, en plus de persister l'entité. C'est juste dire envoie un message avec cette entité. Ça ne persiste pas l'entité. Et finalement, en faisant ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'utiliser un point d'API pour envoyer des messages sur Rabbit. Vous créez une entité, n'importe laquelle, ce que vous voulez, vous lui donnez un petit nom, vous faites Messenger, et là, vous avez un point d'API qui permet d'envoyer un message sur Rabbit et le faire traiter. Donc du coup, si je veux persister et envoyer le message, qu'est-ce que je fais? Là, moi, en bon développeur Symfony, mon premier réflexe, ça sera les events. Et en effet, on peut faire comme ceci. Vous pouvez vous greffer sur le kernel event view. Il y a une priorité post-write. Et là, par contre, il va falloir... on va recevoir en tout cas l'événement pour tout type d'entité et tout type de méthode utilisée. Donc là, on va regarder la méthode, on va regarder l'entité qui a été envoyée, et en fonction de la méthode de l'entité, on va pouvoir traiter ou non. Sauf que ça, ce n'est plus la pratique que l'on souhaite faire aujourd'hui. Déjà parce que vous avez entendu, mais maintenant on peut utiliser Laravel. Donc ça veut dire que les messages Rabbit, les messages Symfony, c'est fini. On peut en avoir quand même, mais si on est sur Laravel, ce n'est pas forcément le cas. Et en plus, l'équipe, en tout cas, qui développe API Platform, recommande plutôt d'utiliser des décorateurs. Donc là, la solution, finalement, c'est d'utiliser un décorateur. Donc là, vous mettez l'attribut asDecorator avec le persist processor de Doctrine. Vous allez récupérer donc ici le persist de Doctrine. Vous allez ajouter une propriété qui est le message bus interface. Donc ça va être utilisé par Messenger pour envoyer le message. Vous allez persister votre entité. Donc vous appelez l'entité décorée. Et en même temps, vous envoyez le message. Et là, quand vous faites un post, on voit qu'il a créé l'entité, il l'a bien persisté. Et quand on retourne dans l'administration, on voit bien qu'on a reçu un message. Bon, je vous disais que ça ne me plaît pas trop cette histoire d'encodage PHP.
Surtout si finalement derrière, là aujourd'hui je le traite peut-être avec du PHP, mais je pourrais le traiter avec du Node, je pourrais le traiter avec du Go, je pourrais le traiter avec un vieux framework PHP qui n'a pas Messenger. Donc il faudrait essayer d'utiliser autre chose. Quelque chose de très simple à faire, c'est vous allez directement dans le transport, vous indiquez un serializer, le Symfony Serializer. Et là, quand vous allez envoyer un message, ça ne sera plus serialisé en PHP, mais plutôt en JSON. Petite chose intéressante, c'est que dans les entêtes, il y a aussi un message, enfin il y a une information sur l'entité à désérialiser. Si derrière, vous consommez, sur le serveur web, vous consommez ce message, eh bien, il va chercher cette classe, Entity Greeting. Mais elle n'existe pas de l'autre côté. Ça, c'est un problème. Comment on fait? Elle n'existe pas. Moi, j'ai une entité, enfin, j'ai même pas une entité, j'ai un message qui s'appelle Notify Message. Et j'aimerais bien plutôt récupérer ceci. Donc là, il va falloir créer un serializer, mais là, du côté de la consommation, donc de l'autre côté, serveur web. Vous allez créer un serializer custom. Et dedans, on implémente le serializer interface. Dans le décode, vous recevez en fait le encoded envelope. En fait, dedans, c'est le body et le head. Vous avez les deux. Donc vous allez récupérer le body, vous allez le décoder, vous allez faire un JSON décode pour le récupérer. Et en fait, vous faites directement un new notify message avec l'information qui était présente. Donc là, en l'occurrence, le name. Et une fois que vous avez fait ça, il faut faire un handler pour le message. Donc là, vous créez cette fois-ci un handler avec l'attribut asMessageHandler. Dans le invoke, vous avez le message, notify message, et puis bon, là on l'affiche simplement. Et si vous lancez un messenger consume, boum, le message s'affiche. Donc il a bien été traité. Donc on est capable en fait avec ça de pouvoir avoir une certaine hétérogénéité entre les deux systèmes. Des entités qui existent d'un côté qui n'existent pas de l'autre, et quelque chose qui est intelligible et éventuellement traité avec autre chose que du PHP. Alors, il y a une petite erreur quand même qui a été faite, c'est que finalement, c'était pas l'entité qu'on aurait dû envoyer. On aurait dû plutôt créer un objet de type notify message qui existe côté API Platform et qui existe côté serveur web. Et là, il n'y a pas besoin de sérialiser, de changer, etc., puisqu'elle est connue d'un côté et de l'autre. Si vous avez besoin d'échanger des messages et que vous avez du Messenger, la solution la plus pratique, c'est finalement de définir directement ce message et de vous mettre d'accord d'un côté et de l'autre. Par contre, sérialiser quand même en JSON, on ne sait jamais, ça peut servir si jamais vous avez besoin de faire évoluer un petit peu vos messages. Si vous avez besoin de mettre une autre information, là, vous recréez peut-être un serializer spécifique sur le système qui va recevoir le message. Et voilà. Et comme ça, vous pouvez utiliser Rabbit assez facilement. Et on peut faire plein de choses. Finalement, Rabbit, c'est assez simple. Je crois. Voilà, c'était un peu rapide, mais je vous remercie quand même de votre attention. Si vous avez des questions. Si la Bretagne vous attire et que vous aimez bien les lapins, n'hésitez pas aussi à venir me voir. On n'y manquera pas. Merci Frédéric.